Donc merci de bien vouloir prendre place. Donc nous allons commencer ce conseil municipal. Je vous fais part du recrutement de Madame Béatrice Gilles de Lalonde, qui prendra ses fonctions de directrice générale des services au 1er juin, et donc du départ de Éric Perret, effectif à la fin du mois de mai. Et je voulais qu'on le remercie au nom de l'ensemble des équipes municipales pour le travail effectué pendant presque 4 ans au service de la ville d'Autun et lui souhaiter bonne chance dans ses nouvelles fonctions du côté de la Bretagne. Oui, Frédéric. C'est bon. Bien, vu que tu fais l'annonce, moi je tiens aussi à accueillir comme il se doit la personne qui arrive dans ses fonctions et puis lui souhaiter aussi très bonne arrivée au sein de l'équipe des agents municipaux et puis bien sûr du cabinet. Et puis par rapport à Eric également, lui souhaiter bon vent. Moi, je suis très satisfait également du travail réalisé ensemble, toujours dans l'écoute, même si on peut se dire que voilà, on a élu d'opposition, mais c'est pas un terme qui me convient beaucoup, ce terme-là. Ce que je remarque, c'est qu'on a fait un travail avec lui qui a été constructif pour la ville et pour les Autunois, c'est l'essentiel. Donc, bonne route à Éric Perret. Merci de tes propos. Et puis on présentera, j'en profite du coup pour annoncer le prochain conseil municipal qui aura lieu normalement le 27 juin à 18h30. Et donc où on présentera à la presse, on présentera peut-être juste avant à la presse, et puis au conseil municipal, Béatrice Gilles de Lalonde, qui du coup aussi est une nouvelle Autunoise puisqu'elle s'installe en famille à Autun, après un parcours très rempli, notamment dans les directions de services techniques de grandes collectivités et donc sur une personne expérimentée en fin de carrière qui vient trouver dans le Morvan et à Autun un cadre propice aussi à une vie personnelle épanouie. Je procéderai à l'appel, mais je n'ai pas la feuille d'appel. Hop, merci beaucoup. Et on va faire passer la feuille de présence. Je t'emprunte ton stylo. Cathy Nicolaou. Présente. Éric Marchand. Présent. Véronique Paco. Patrick Rillon. Françoise André. Présent. Métine Albérac. Présent. Monique Gatier. Présent. Patrick Cailleux. Présent. Roger Vernet. Présent. Marie-Claire Tellier. Gilbert Darroux. Jean-Louis Cormier. Alain Dichand. Alors Didier Devoucou est excusé de donner pouvoir à Cathy Nicolaou. Francette Gibels sera en retard et pendant la durée de son absence a donné pouvoir à Monique Gatier. Gauthier Jiménez. Stéphane Fabre. Sarah Pignolet de Fresnes. Céline Goudier-Posva. Sandrine Gassier. Carla Simoes Rodriguez. Anaïs Pelu. Marge Van Veen. Donc Yann Barraud est excusé à donner pouvoir à Françoise André. Vincent Vautrin. Jean-Louis Guillon. Alors Catherine Leflon est excusée à donner pouvoir à Frédéric Brochot. Florence Garnier doit arriver, a priori. Frédéric Brochot. Angéline Gorini. Michael Guigeot. Et Anatole Sago. Merci. Je vais passer la feuille d'émargement. Je ne sais pas si je te redonne ton crayon ou pas.
pas d'actes accomplis pour ce conseil, ils seront passés au prochain. Et on commence directement avec le premier rapport sur la délégation de service public de chauffage urbain. Françoise André. Alors, délégation de service public, chauffage urbain, modification du règlement de service et de la police d'abonnement. Considérant que le contrat de concession pour la distribution publique d'énergie calorifique arrive à terme au 30 juin 2030, suite à une prolongation de 8 années avec l'avenant numéro 7 en date du 25 juin 2011, considérant qu'il apparaît nécessaire de préciser la date de fin de contrat de délégation de service public dans le règlement de service et de fait, l'ensemble des polices d'abonnement sont prolongées au 30 juin 2030. Considérant que la mise à jour du règlement de service permet de préciser les tarifs de chaleur et les formules d'indexation des différentes composantes suite aux 9 avenants du contrat de concession. Considérant que le nouveau règlement de service modifie également les paramètres physico-chimiques de l'eau pour les abonnés du service. Il est proposé au Conseil municipal, article 1er, d'approuver la modification du règlement de service et de la police d'abonnement de la concession pour la distribution d'énergie calorifique de la ville d'Autun avec la société d'exploitation du chauffage urbain d'Autun. Merci beaucoup. Donc, c'est une mise à jour de la police d'abonnement qui nécessitait d'être faite, mais pas de changement particulier sur la fourniture d'énergie et malheureusement pas de baisse non plus du prix du gaz qui est toujours très élevé et nous amène à encore chercher des économies d'énergie là où on peut le faire. Et on a fait un peu le point tout à l'heure avec les collègues sur les écoles pour aller chercher encore les déperditions de chaleur, mais il va falloir continuer ce travail de toute façon aussi indispensable à la transition énergétique. Sur cette modification du règlement de service et de la police d'abonnement, y a-t-il des questions ? Pas de questions, je propose de passer au vote. Y a-t-il des oppositions, des abstentions ? Unanimité, je vous remercie. Le rapport 2.1 Affaires culturelles, qui va être rapporté par Gilbert Darroux, fait suite à une sympathique visite du maire de Clermont-Ferrand à Autun pour finalement construire à l'horizon 2028, donc on a le temps d'y réfléchir, un projet de Clermont Massif Central, capitale européenne de la culture. Donc ce serait plutôt région européenne de la culture ou massif européen, montagne européenne de la culture, dans laquelle Autun aurait toute sa place, selon le maire de Clermont-Ferrand et président de la communauté, qui porte cette démarche et souhaite nous associer. Et c'est pour cela que nous répondons favorablement. Si Gilbert, tu peux nous parler un petit peu, toi qui connais bien aussi et qui représente la ville dans les instances du parc et du Massif central, nous parler de cette ambition culturelle pour ce grand territoire. Avec le micro. Alors, la ville de Clermont-Ferrand s'est officiellement portée candidate à la sélection de la capitale européenne de la culture en 2028. Elle n'est pas la seule, il y a d'autres villes en France. Avec comme périmètre élargi le Massif central qui comprend le Morvan et Autun. Par contre, c'est la seule ville qui a un périmètre élargi pour l'instant. Une association Clermont Massif Central est créée en décembre 2020. Son objectif est de porter la candidature au cours de ces différentes étapes et de fédérer les acteurs de la candidature. En fait, l'association elle a été créée pour avoir plus de réactivité dans les actions qui sont mises en place. Pour la ville d'Autun, c'est l'opportunité de s'inscrire dans une démarche à la fois territoriale et culturelle, ouverte sur l'Europe, qui laissera s'exprimer les spécificités de son territoire, paysages naturels, patrimoine historique, établissements culturels, développement des industries culturelles créatives. À terme, de travailler en réseau avec les collectivités partageant le même environnement culturel et patrimonial. Bon, je ne vais pas vous lire les attendus. Donc, considérant que les statuts de l'association Clermont Massif Central, considérant que la ville d'Autun souhaite valoriser son patrimoine et sa vie culturelle,
Considérant que la ville souhaite pérenniser le développement des activités culturelles, il est proposé au conseil municipal d'approuver l'adhésion de la ville d'Autun à l'association Clermont Massif Central en tant que membre associé afin de soutenir officiellement la candidature Clermont Capitale Européenne de la Culture, d'autoriser le versement d'une cotisation annuelle à l'association Clermont Massif Central qui s'élève pour l'année en cours à 1 000 €, d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à engager la ville d'Autun dans la démarche de candidature, la préparation et la mise en œuvre en cas de sélection par le jury européen de 2022-2023. Et pour terminer, d'autoriser monsieur le maire ou son représentant et en délégation à signer tout document se rapportant à cette candidature. Voilà, Merci. Vous avez des questions et si je peux répondre, je viens essayer. L'idée, effectivement, c'est de profiter de la dynamique, mais aussi d'apporter nos atouts, notamment le fait d'être déjà dans 2 réseaux culturels européens, portés par le Conseil de l'Europe, les cités napoléoniennes. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire, je ne sais pas si on a encore communiqué, mais on le fera très prochainement, qu'à la rentrée de septembre, et plus précisément, si les collègues le savent de tête, du 23 au 25 septembre, les dates sont encore à valider définitivement, mais l'Assemblée générale de la Fédération européenne des villes napoléoniennes, donc cet itinéraire culturel européen, cette Assemblée générale aura lieu à Autun. On est aussi candidat pour accueillir évidemment des congrès européens de fédérations culturelles et de valorisation des sites et des initiatives. Et puis, deuxième réseau dans lequel on est inscrit, c'est les villes clunisiennes, le réseau des villes liées à Cluny, qui porte une démarche UNESCO, qui est là aussi un itinéraire culturel européen, là aussi une démarche de territoire, puisque le département vient de rentrer était déjà dans la démarche, était déjà un partenaire, mais vient de signer une convention avec une ville espagnole qui est venue aussi en visite à Autun. Donc on va essayer d'apporter dans cette candidature de Clermont, Massif Central, capitale européenne de la culture, nos atouts et notre dimension culturelle européenne à travers les spectacles historiques, les villes napoléoniennes et puis les villes clunisiennes, et faire que notre dossier, avec l'apport substantiel de la ville d'Autun, puisse être retenu et qu'en 2028, nous fassions partie de cet événement et de cette année particulière fléchée capitale européenne de la culture. Et c'est pour ça que nous proposons d'adhérer et de cotiser à cette association Clermont Massif Central qui a été créée il y a presque 2 ans. Sur cette délibération, ce soutien à la candidature de Clermont-Ferrand et du Massif Central, y a-t-il des questions ? Frédéric Brochot. Merci. Est-ce que c'est lié avec l'association aussi Les Montagnes du Massif ? Tu veux dire avec l'interréseau des parcs ? Non. L'association est dont le siège est également à Clermont. Je ne vois pas de quelle association il s'agit, mais... C'est l'association des massifs, des associations des montagnes du Massif central, où il y a également aussi le département qui est adhérent. C'est tout un réseau. Ouais. Je pensais, peut-être que c'est lié, certainement. Oui. Mais de toute façon, oui, ils sont pas tout seuls. Ils ont déjà commencé depuis le début de l'année. Là, ils ont déjà commencé à faire des actions, notamment dans le sud du Massif central, mais ils sont pas tout seuls. Toutes les associations sont dans la même logique. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y a un gros réseau. Ah oui, tout à fait. Oui. C'est Association des montagnes du Massif central, effectivement, qui est plus ancienne, qui date de 1985, je vois sur Internet. Je pense qu'ils sont en lien. Il y a pas mal de partenaires dans cette association capitale européenne de la culture. Donc pas mal de villes. On verra probablement dans des réunions qui sont les autres
qui sont les autres candidats. Alors c'est porté principalement par Clermont et la communauté d'agglomération de Clermont-Ferrand qui finance à hauteur de 300-400 000 euros par an le financement. Donc nous, on est simplement cotisants. On est simplement cotisants. Et puis peut-être qu'il y a d'autres associations qui vont aussi cotiser. Et puis je pense aussi que avec l'IPAMAC, le Massif Central, les différentes initiatives qui se mettent en place autour de ce massif seront aussi impliquées. Évidemment, on ne l'a pas dit, mais qui dit capitale européenne de la culture, dit européenne, dit potentielle subvention aussi européenne à des actions culturelles. Sur ce dossier, j'espère qu'on aura l'occasion d'y revenir et qu'on pourra le faire vivre au cours des prochaines années, parce que ça a l'air vraiment passionnant et ça permet de travailler sur ce territoire qui est le nôtre aussi, du Massif Central et du Morvan. Y a-t-il d'autres questions ? Pas d'autres questions ? Y a-t-il des oppositions, des abstentions ? Unanimité, je vous remercie. Tout le monde a signé la feuille de présence. Merci. 2.3, le label 100% EAC, que l'on présentera également à la communauté de communes. Patrick Rion. Voilà, c'est pour ceux il y en a qui suivent. Le 2.2, Pass Culture, qui est un très beau dossier aussi. Le Pass Culture, c'est Sarah Pinelet-Defresne qui va rapporter, qui s'est intéressée de près, et donc qui fait suite aussi au fait que la ville d'Autun a été un des premiers territoires avec la communauté de communes, puis ensuite le département de Saône-et-Loire à être pilote. Au départ, c'était la ville, communauté, ensuite l'État a voulu que ce soit par département. Tous les jeunes ont été les premiers du département, ont été les premiers à pouvoir en bénéficier. Maintenant, ça s'est non seulement généralisé, mais en plus, ça monte en puissance. Et c'est pour cela qu'il faut contracter avec la société Pass Culture. Sarah. Donc, oui, né de la volonté de l'État de mettre à disposition des jeunes un nouveau dispositif favorisant l'accès à la culture, donc le Pass Culture renforce et diversifie les pratiques culturelles en révélant la richesse culturelle des territoires. Donc, effectivement, après une expérimentation de 2 ans dans plusieurs départements, dont celui de Saône-et-Loire, le Pass Culture est accessible maintenant sur l'ensemble du territoire national. Donc, réservé jusque-là aux jeunes de 18 ans, le Pass Culture accompagne également désormais les jeunes de moins de 18 ans au quotidien, donc de 15 ans à 18 ans en fait, en leur offrant un plus grand accès à la culture à travers une part collective à partir de la classe de 4e et une part individuelle à partir de 15 ans. Le Pass Culture permet aux jeunes de 18 ans de disposer d'un montant de 300 € pendant 24 mois à utiliser sur l'application dédiée pour découvrir et réserver des propositions culturelles de proximité et des offres numériques. En outre, l'application permet au jeune public de géolocaliser et réserver les offres culturelles proposées sur tous les territoires, aux acteurs culturels de promouvoir de manière autonome et gratuite leurs offres artistiques et culturelles, gratuites ou payantes. Ces offres, lorsqu'elles sont payantes, sont remboursées. Donc l'application, c'est l'application Adage en fait, qui effectivement sert à la fois pour les jeunes et les professeurs donc dans les collèges et dans les lycées. Considérant que la présente convention a pour objet d'établir les termes du partenariat, celui-ci doit permettre aux détenteurs du Pass Culture d'accéder aux propositions artistiques et culturelles générées par la commune et de générer une communication la plus large possible à destination de l'ensemble des bénéficiaires pour les avertir de ce nouveau droit. Il est proposé au conseil municipal, article 1, d'autoriser monsieur le maire à signer la convention de partenariat avec la société Pass Culture jointe en annexe. Article 2, d'autoriser monsieur le maire ou tout représentant ayant délégation à prendre toutes les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération. Merci beaucoup. Avant de passer au vote, j'indique que Anatole Sago a donné pouvoir à Angéline Gorini pour la fin du conseil municipal. Donc il a été pris par des engagements urgents, donc il a donné pouvoir à Angéline Gorini. Merci de cette lecture et je vous propose donc de passer au vote sur cette convention de partenariat qui n'a comme risque que de nous amener des recettes supplémentaires, puisque
en contractant avec le Pass Culture, nous pouvons, c'est gratuit pour les jeunes, où il y a une réduction pour les jeunes, et nous sommes remboursés de la différence avec la société Pass Culture. Sur ce rapport, y a-t-il des observations ? Je propose de passer au vote. Y a-t-il des oppositions, des abstentions ? Unanimité, je vous remercie. Et on passe donc au point 2.3, 100% EAC. Patrick. Merci. Merci, monsieur le maire. Considérant l'inscription de la ville d'Autun et de la communauté de communes du Grand Autunois-Morvan dans un projet culturel commun en cohérence avec les acteurs et les équipements du territoire, considérant le choix de la collectivité de doter le contrat de ville d'un volet culturel et de développer ainsi un contrat local d'éducation artistique incluant un contrat territoire lecture dont le contenu est adapté à leur projet de développement culturel comme à la diversité socio-culturelle. Considérant le nombre important d'actions en éducation artistique et culturelle présentées sur le territoire du Grand Autunois-Morvan. Considérant le souhait gouvernemental de distinguer les collectivités portant un projet ayant pour objectif de tendre vers une éducation artistique et culturelle pour 100% des jeunes de leur territoire, de la petite enfance à l'enseignement supérieur. Considérant que cette labellisation est une reconnaissance à but de valorisation et n'engage aucun financement complémentaire direct de l'État. Considérant que cette demande de labellisation va permettre à nos collectivités de s'auto-évaluer, de dresser un état des lieux et de construire une stratégie de généralisation de l'EAC sur leur territoire. Il est proposé au conseil municipal, article 1, de déposer un dossier de candidature commune, avec le Grand Autunois-Morvan pour l'obtention du label 100% EAC délivré par l'État pour une durée de 5 ans renouvelable. Article 2, d'autoriser monsieur le maire ou tout représentant ayant délégation à signer tout document s'y rapportant. Merci, et on aura la même délibération au Conseil communautaire, une démarche pour laquelle on s'engage et qui nous vaut d'être assez en avance et plutôt remarqué favorablement par le ministère de l'Éducation nationale comme celui de la culture. Un contrat EAC d'ailleurs qui s'est étendu au Couchois et à l'ensemble de la communauté de communes à la suite de la fusion avec la salle Jean Genet. Pour 5 ans renouvelables si nous sommes retenus. Sur ce label, Frédéric Brochot. Non, c'est dommage aussi que Anatole soit parti. Bon, j'espère qu'il n'y a pas trop de soucis. C'est un sujet qu'il a beaucoup suivi également, lui. Moi, je peux que être pour, parce que c'est une proposition que j'avais écrite, que j'avais écrite pendant cette campagne, et puis ça démontre que voilà, il y a des choses de positives que chacun peut garder, chacun peut laisser. Et, tout à fait. Que être satisfait, moi je suis que satisfait de ce label. Tout à fait. Cette demande de label. Merci. Absolument. Et c'est vrai que ça peut nous permettre de mettre en valeur. Il y a assez peu de collectivités qui ont remarqué cette démarche, ce label. Et puis ceux qui ont su avoir l'œil et qui ont su le proposer, on espère être retenus. C'est aussi une valorisation pour les enseignants qui s'impliquent. Et c'est vrai que ça fait toujours plaisir. On a eu, je crois, au théâtre municipal, plus de 550 personnes scolaires et enseignants qui sont venus lors de la dernière représentation. Et je crois que pour le prochain spectacle, tout Molière ou presque, il y aura même des déambulations en ville avec des... c'est la classe CHA du Vallon, je crois, qui s'est particulièrement impliquée, mais aussi d'autres classes. On peut penser évidemment au concert du Gaufret, tout ça participe avec la Victor Hugo, tout ça participe du rayonnement de la culture et de l'implication des enfants dans ces offres culturelles de la ville, de la communauté au sens large. Merci. Je ne sais pas si on a délibéré. Je propose donc de passer au vote. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Unanimité, je vous remercie. En parlant de théâtre, on passe la grille tarifaire pour la saison
à venir. Patrick Rion. Considérant qu'il convient d'actualiser la délibération numéro 2016-103 du 11 juillet 2016, il est proposé au Conseil municipal, article 1er, d'approuver comme suit les tarifs pour la location du théâtre municipal à compter du 1er septembre 2022. Pour la location à la journée du théâtre, le tarif passe de 670 € à 700 €. Pour les charges, de 125 € le premier jour, puis 45 € chaque jour suivant, elle passe à 150 € le premier jour, puis 50 € chaque jour suivant. Il est précisé que le loueur aura à sa charge le nettoyage complet du théâtre, celui-ci étant effectué par une société. L'article 2, d'appliquer les tarifs horaires suivants pour le remboursement des frais de personnel selon les taux suivants. Pour le régisseur général et lumière, le tarif horaire passe de 18 € à 25 €. Pour le régisseur son, passe de 17 € à 20 €. L'agent d'accueil de 16 € à 17 €. L'agent SIAP de 22 € à 25 €. Enfin, les agents de surveillance selon le tarif des sociétés de gardiennage. Sachant que ces tarifs sont majorés de 150% les dimanches et jours fériés et majorés de 175% de 22 h à 5 h du matin. Merci beaucoup. Et donc, vous connaissez le principe. Quand il y a un spectacle, en fonction du coût du spectacle, du tarif, du public ciblé, on adopte un des tarifs donc prévus. Voilà. Et on peut prendre ces billets sur Digitic. Ce qui est très simple, avec également des partenariats avec d'autres scènes comme l'Arc au Creusot, l'Embarcadère à Mont-Soleil-Mines, etc. Sur ces tarifs, y a-t-il des questions sur cette grille tarifaire de cette année? Pas de questions. Je propose de passer au vote. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Unanimité, je vous remercie. Passons maintenant à la braderie. Non. 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 Alors, c'est les dispositions tarifaires pour le théâtre. J'ai du mal à... Et donc, Céline Goudier-Posa vient de rejoindre le conseil municipal. Merci. Et donc, 2.5, ce sont effectivement les dispositions tarifaires pour le théâtre, pour louer le théâtre, puisqu'on peut louer le théâtre à des gens qui en font la demande et qui ont un but légitime. Patrick Rion. C'est ce qu'on vient de faire, Ah, pardon. Vincent. Non, on a fait la grille. Je pensais qu'on avait fait la grille tarifaire. Un petit peu C'est fatigué. la grille des dispositions tarifaires voilà, pour le d'accord. théâtre. Ah, d'accord. Et là, maintenant, il nous reste la grille tarifaire de la saison. On a voté la grille tarifaire. C'est inversé, pardon. D'utilisation du théâtre. D'utilisation du théâtre. Donc ça, c'est Voilà. très bien. J'ai raconté qu'il y avait des tarifs différenciés. Personne m'a repris. Et donc effectivement, maintenant, on vote le prix des places. Voilà. Très bien. Mais dans mon ordre du jour, c'était inversé. C'était inversé? Ah, c'est moi qui les ai inversés, d'accord. Bon, merci. J'espère qu'on va se remettre dans le droit chemin. Ils sont en ordre, oui. On devrait y arriver. Je vais me concentrer. Patrick Rion. Donc, approbation de la grille tarifaire de la saison culturelle 2022-2023. Considérant qu'il convient de maintenir le niveau de la programmation culturelle dans une excellence artistique et diversifiée. Considérant qu'il convient de fixer le prix des entrées des spectacles de la saison culturelle 2022-2023. Il est proposé au conseil municipal, article 1er, de fixer les tarifs de la saison culturelle comme suit, étant précisé que le spectacle d'ouverture de la saison est au tarif unique de 6 €. Les tarifs, donc pour le tarif A, le tarif normal est de 25 €, tarif réduit 22, la jeunesse, les tarifs moins de 18, 6 €, moins de 6, 3 €. En fait, ces tarifs n'ont absolument pas changé par rapport à l'année dernière. Ils sont restés identiques. Donc le tarif B est à 20 € pour le tarif normal, tarif réduit à 17, pour la jeunesse, 6 et 3. Le tarif C, le tarif normal est à 15 €, le tarif réduit à 12, pour la jeunesse, 6 et 3. Et enfin, pour les tarifs jeunes publics, le tarif normal est à 10 €, il n'y a pas de tarif réduit.
La Boom des Kids, l'accès est gratuit pour un adulte accompagnant par enfant. Et enfin, les tarifs structure pour les tarifs scolaires, le tarif normal de 10 €, les collèges et lycées, centres de formation 6 €, les écoles élémentaires, centres de loisirs et conservatoires 6 €, les écoles maternelles et petite enfance 3 €. L'application du tarif réduit aux étudiants moins de 26 ans, aux groupes à partir de 12 personnes, aux demandeurs d'emploi, aux titulaires d'un titre relevant d'un partenaire conventionné, tels que le CNAS, le COS, le Festival Off d'Avignon, l'Embarcadère de Montsolimine, l'Arc Scène Nationale Le Creusot ou la MGEN. Les réductions sont consenties sur présentation d'un justificatif en cours de validité. Elles ne sont pas cumulables et sont attribuées au porteur du titre. Application du tarif scolaire. Gratuité appliquée aux accompagnateurs comme suit. Crèche et IME, un accompagnateur gratuit pour 3 enfants. Maternelle, un accompagnateur gratuit pour 8 élèves. Élémentaire, collège, lycée, conservatoire, centre de loisirs, un accompagnateur gratuit pour 15 élèves. Accompagnateur supplémentaire, 6 €. Représentation scolaire ouverte au public dans la limite des places disponibles avec application du tarif scolaire, tarif normal. Dans le cadre de la politique de la ville, une tarification préférentielle à 10 € par personne est appliquée pour les habitants des quartiers en zone prioritaire pour certains spectacles, selon liste définie en concertation avec la DCSU. Les centres sociaux se chargent de mobiliser le public en fonction du nombre de places affectées et disponibles. Article 2, d'autoriser les modes de règlement suivants: carte bancaire, chèque, espèces, passe culture et chèque vacances. Et article 3, d'autoriser monsieur le maire ou tout représentant ayant délégation à signer tout document, contrat de cession, convention de partenariat, bon de commande, devis, se rapportant au déroulement de la saison culturelle. Très bien, merci. Et donc on salue également les membres de l'association Autun Destination Culture qui font la programmation qui donc écument la France et notamment le Festival d'Avignon pour nous proposer une saison variée à tarifs du coup variants selon les spectacles, comme je l'ai dit tout à l'heure. Sur cette délibération, y a-t-il des questions? Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Unanimité, je vous remercie. Et on parle maintenant de la braderie. Patrick? Alors, organisation d'une braderie à la boutique du musée Rollin. Considérant les stocks importants et ventes faibles de certains articles de la boutique du musée Rollin, tels que présentés dans les annexes de 1 à 10, considérant que certains articles ont été commandés dans le cadre d'expositions passées, considérant que le musée fermera ses portes le 30 septembre 2022 pour travaux, considérant le souhait d'organiser une grande braderie à la boutique du musée du 31 août 2022 au 30 septembre 2022, considérant que les prix ci-dessous s'appliquent uniquement du 31 août 2022 au 30 septembre 2022, il est proposé au conseil municipal d'approuver la modification des prix des agrandissements suivants pour la braderie. Je vous passe les chiffres. L'article 2, d'approuver la modification des prix des verreries suivants pour la braderie. L'article 3, d'approuver la modification des prix des catalogues suivants pour la braderie. L'article 4, d'approuver la modification des prix des magnettes suivants pour la braderie. L'article 5, d'approuver la modification des prix des moulages suivants pour la braderie. L'article 6, d'approuver la modification des prix des articles Bologne suivants pour la braderie. L'article 7, d'approuver la modification des prix des articles Ève suivants pour la braderie. L'article 8, d'approuver la modification des prix des céramiques suivant pour la braderie. L'article 9, d'approuver la modification des prix des articles divers suivants pour la braderie. Et enfin, l'article 10, d'approuver la modification des prix des cartes postales suivants pour la braderie. Merci beaucoup. Donc on a déjà fait, ça a bien marché. Ça permet de faire un peu de recettes, d'écouler des stocks, notamment de catalogues précédents. Et puis ça permettra aussi de réduire le stockage et la manutention dans le cadre de la fermeture du musée pour travaux. Et en plus, il y a de belles affaires à faire avec des bouteilles carrées, rectangulaires, triangulaires, ovales et hexagonales, mais aussi des catalogues, notamment Miro, Miroir du Prince, qui peuvent faire de beaux cadeaux de Noël à prix réduit, ainsi que des cartes postales à envoyer à vos amis. Sur cette braderie, y a-t-il des questions ?
Ah, t'as vu, je le fais bien. Hein. Tu pourrais faire, Cathy, ça, tu sais bien faire aussi. Donc, pas de questions. Je propose de passer au vote. Pas d'opposition, pas d'abstention. Elle va pour la braderie à l'unanimité. Et on parle de recettes. Et là aussi, c'est des recettes, mais plus importantes. Et une bonne opération qui est en train d'être mise en place grâce eh bien, aussi à notre projet pour la culture et le travail de Patrick Rion sur la création d'un fonds de dotation culturelle. Patrick. Approbation des statuts pour la création d'un fonds de dotation culturelle de la ville d'Autun. Considérant que l'objet du fonds est de recevoir et gérer les biens et droits de toute nature qui lui sont apportés à titre gratuit et irrévocable. Considérant que les moyens financiers ainsi confiés ont pour finalité de soutenir la recherche, les acquisitions, la réalisation d'expositions ou de manifestations culturelles, ainsi que la restauration et la numérisation des collections des musées et du patrimoine de la ville d'Autun. Considérant que dans le cadre strict de la réalisation de son objet, le fonds peut notamment sélectionner et financer tout projet d'extension, de rénovation et ou de valorisation des musées et du patrimoine d'Autun, créer des supports de communication ou organiser des manifestations culturelles. Considérant que le fonds est constitué d'une dotation initiale de 15 000 €, somme pourvue par un don de M. et Mme Gérard Prié, réalisé à titre gratuit et irrévocable. Considérant que cette dotation est consomptible et pourra être consommée en totalité durant la vie du fonds pour la mission d'intérêt général conformément au statut. Considérant que les ressources du fonds se composent de la dotation initiale, des biens et droits de toute nature qui lui sont apportés à titre gratuit et irrévocable, du mécénat de compétences, du mécénat en nature, de toute autre ressource non interdite par la loi. Considérant que le fonds sera dirigé par un conseil d'administration composé 1. de 3 membres de droit, l'adjoint au maire chargé de la culture, le directeur des musées et du patrimoine, l'animateur du patrimoine. L'adjoint à la culture de la ville d'Autun assure la présidence du fonds. 2 administrateurs sont investis des fonctions de trésorier pour l'un, de secrétaire général pour l'autre. Et en 2 personnalités qualifiées nommées pour une durée de 4 ans par le président du fonds. Il est proposé au conseil municipal d'approuver les statuts pour la création d'un fonds de dotation culturelle de la ville d'Autun, d'approuver la création du fonds de dotation culturelle de la ville d'Autun et d'autoriser monsieur le maire ou son représentant ayant délégation à signer tout document se rapportant à ce dossier. Merci beaucoup. Donc c'est un travail en cours. Hein. On propose donc de créer ce fonds avec des statuts joints. Ensuite, cela se matérialisera devant notaire par cette dotation initiale de 15 000 € qui semble être le début de dons plus importants en numéraire, mais également en action, puisque monsieur et madame Gérard Prié, monsieur Gérard Prié était cadre dirigeant d'une entreprise cotée et il a souhaité participer et venir s'installer d'ailleurs. Il est en train de chercher une maison et il l'a trouvé. Il l'a trouvé. Ah bon, bah très bien. Comme il a un peu de moyens, félicitations aux heureux vendeurs. Donc on aura ce couple de mécènes qui s'installe à Autun et souhaite participer à la culture sur leurs vieux jours au développement des programmes culturels de la ville, notamment le musée, mais peut-être également d'autres, puisque ce sont également, en plus d'être des mécènes, des collectionneurs. Sur ce fonds de dotation, y a-t-il d'autres questions? Je pense qu'on demandera peut-être à M. Prié de venir se présenter, ou il y aura une présentation à la presse, peut-être de la démarche ou en fonction de son souhait à lui. À quel moment tu souhaites que... On verra. Oui, mais il sera ravi de venir expliquer ce qu'il souhaite faire. Donc c'est plutôt bien, des gens qui nous donnent de l'argent, c'est plutôt sympathique. Est-ce que y a-t-il des questions sur ce fonds, donc fonds de dotation, qui est donc le type de fonds existant pour que les collectivités locales puissent avoir une structure de mécénat avec la possibilité
Donc, effectivement, pour le donateur d'avoir des intérêts fiscaux et si on répond à une mission d'intérêt général, eh bien, de capitaliser des intérêts ou être consomptible. Et dans ce cas-là, c'est consomptible, ça veut dire que le fonds est consommable pour toute dépense qui rentre dans son objet. Sur cette création de fonds, y a-t-il des questions? Pas de questions, Frédéric? Juste là, moi, je tiens à féliciter et puis surtout à saluer le geste de monsieur et madame Priest qui permet quand même voilà, d'abonder sur un fonds. Et puis surtout, ça donne une image quand même à Autun, quoi qu'on en dise et quoi que certains puissent dire, et ben Autun attire, et puis c'est le principal. Et moi, je tiens réellement à saluer aussi le travail que Patrick, bien sûr, conjointement avec toi, a fait sur ce dossier-là. Merci pour tes propos hein, qui seront, je pense, qui iront aussi droit au cœur de ces généreux donateurs qui ont souhaité effectivement voir si la ville répondait à leur envie aussi de s'investir, de donner de manière généreuse et peut-être bientôt encore plus généreuse une partie de leur fortune et peut-être de leur collection à la ville. C'est plutôt positif et en tout cas ce fonds pourra servir aussi à d'autres mécènes puisqu'on voit quand des projets culturels sont menés et qu'ils ont une certaine dimension, que ce soit au niveau des actions en faveur de la jeunesse ou d'autres projets, eh bien un certain nombre de personnes peuvent, c'est ce qui s'est passé à Roubaix par exemple pour la piscine, le projet de musée de la piscine, peuvent être amenés à s'inscrire dans cette démarche et à contribuer et à être donateurs et à participer à la vie de ce musée, en sachant qu'il y a également la Société des Amis du Musée, hein, qui est la société éduenne, qui garde tout son rôle, qui elle aussi fait des acquisitions, qui est même à l'origine du musée. Donc là, on aura une structure qui est purement financière, qui complétera cette structure Société éduenne qui est plus scientifique et intellectuelle. Je ne sais pas si je suis passé au vote. Donc sur la création de ce fonds de dotation, pas d'opposition, pas d'abstention. Unanimité, je vous remercie. Et si je suis bien, normalement on passe aux affaires sportives avec donc le règlement intérieur du complexe sportif du Stade Saint-Roch. Jean-Louis Cormier. Oui, merci Monsieur le maire. Mes chers collègues, considérant que la ville d'Autun met à la disposition des clubs et des établissements scolaires des installations strictement réservées à la pratique du sport, considérant que le bon fonctionnement des installations sportives nécessite le rappel des règles élémentaires de discipline, d'hygiène et de sécurité, mais aussi le respect du matériel et des bâtiments par l'établissement du présent règlement intérieur, considérant que le présent règlement intérieur est établi dans le respect de la réglementation en vigueur pour les établissements recevant du public. Il est proposé au conseil municipal d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant ayant reçu délégation à signer le règlement intérieur du complexe sportif du Stade Saint-Roch. Merci beaucoup. Donc le règlement intérieur du Stade Saint-Roch qui est mis à jour. Stade qui recevra pour une journée dédiée au rugby jeudi 26 mai. Jeudi 26 mai, les Jeux de Saône-et-Loire qui se dérouleront jeudi, vendredi et samedi, dimanche. Et donc la journée au Stade Saint-Roch autour du rugby le jeudi, ouvert à tous pour ceux qui veulent venir ou simplement au club. Ouvert à tous, voilà. On attend plusieurs centaines de jeunes, cadets, cadettes. J'espère qu'ils respecteront le règlement intérieur du complexe du Stade Saint-Roch du coup. Sur ce règlement intérieur qui vous est joint en annexe, y a-t-il des questions ? Pas de questions. Pas de questions. Donc je propose de passer au vote. Y a-t-il des oppositions, des abstentions ?
Unanimité, je vous remercie. Et ensuite, la création d'un tarif, Éric Marchand, à la séance, Merci, monsieur le maire. limité Oui. à 12 personnes, donc dans le cadre de la reprise par la ville des activités de pleine nature. Voilà. Donc, considérant la nécessité de créer un tarif à la séance limité à 12 personnes pour une activité sportive encadrée par le personnel de l'espace sport nature, il est donc proposé au conseil municipal d'autoriser le tarif de 6 € la séance limité à 12 personnes pour une activité sportive encadrée par le personnel de l'espace sport nature et de décider son application dès à présent. Donc, c'est une nouvelle offre encadrée par le personnel de l'espace sport nature, comme par exemple on peut faire une randonnée, quoi. Voilà. C'est bon. Très bien, court, efficace. Parfait. Donc, 6 € la séance, en indiquant également que sur l'espace sport nature, il y aura l'inauguration officielle des pistes, de la piste verte de descente, la piste pomme, 14 juillet. 14 juillet, la piste verte de descente VTT. Sur ces tarifs, y a-t-il des questions? Je propose de passer au vote. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Unanimité, je vous remercie. Alors, on passe maintenant aux affaires foncières. Françoise André. Alors, approbation de la convention de servitude avec Enedis. Considérant qu'Enedis entreprend des travaux électriques dans le cadre de l'amélioration de la qualité de desserte et d'alimentation du réseau électrique de distribution publique, considérant que ces travaux impliquent la création d'une servitude avec l'établissement d'une canalisation souterraine sur la parcelle AI 196 située au 15 rue Saint-Antoine, propriété de la mairie d'Autun. Considérant qu'il est nécessaire de conventionner avec Enedis afin d'établir une servitude pour cette ligne électrique conformément au plan joint en annexe. Il est proposé au conseil municipal d'approuver la convention de servitude avec Enedis sur la parcelle AI 196, d'autoriser monsieur le maire ou son représentant ayant délégation à signer tout document s'y rapportant. Merci beaucoup. Donc, la création d'une servitude sur une petite parcelle en face du muséum qui appartient à la ville. Voilà. Pour Enedis, dont on voit effectivement en ce moment qu'ils sont très actifs sur les travaux de renouvellement et de création de nouveaux réseaux électriques. Sur cette convention de servitude, y a-t-il des questions? Pas de questions. Je propose de passer au vote. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Unanimité, je vous remercie. Donc 2 sessions et une désaffectation des classements en vue d'une potentielle cession. Maintenant, rapport 4.2, cession de l'ancienne maison de la formation. Nous avions déjà délibéré pour la déclasser et la désaffecter. Nous avions déjà délibéré pour la céder d'ailleurs, et un acquéreur finalement n'est pas allé au bout de son achat, puisque les 2 associés n'ont pas souhaité continuer l'aventure entrepreneuriale ensemble, et donc la société a cessé d'exister. Nous avons redemandé un avis des domaines, et qui nous est parvenu en date du 27 avril. Ce bâtiment, anciennement dénommé Maison de la Formation, correspond à une parcelle cadastrée AD 367, nécessite des travaux conséquents, notamment pour la mise en accessibilité. Il y a un très bel escalier en pierre, mais il n'y a pas d'ascenseur. Et aujourd'hui vide, à l'exception d'un entresol qui est loué à une association. Il n'a pas vocation à rester dans le patrimoine de la ville d'Autun en étant vide et inexploité. Donc nous avions décidé de mettre en vente ce bâtiment. Nous avons reçu récemment une nouvelle proposition de la société Patrimoine et Territoire, représentée par M. Jean-René Santoni, pour réhabiliter ce bâtiment en plusieurs logements pour un montant donc d'acquisition de 200 000 €. La parcelle cadastrée AD 367 fera l'objet d'un découpage cadastral pour définir les limites du terrain cédé, comprenant une partie du parking actuel, mais pas la totalité, puisqu'évidemment, il y a aussi, de l'autre côté, les locaux de Pôle emploi qui nous appartiennent et qui ont besoin, évidemment, de parking.
La libération des locaux devra être effective, donc sera notifiée à l'association, et les frais d'acte seront à charge de l'acquéreur. Il est proposé donc au conseil municipal d'approuver article unique. Il y a 3 articles. Article 1, la cession à la société Patrimoine et Territoire représentée par donc M. Jean-René Santoni, avec faculté de substitution à toute personne physique ou morale, le bâtiment de l'ancienne maison de la formation avec une partie du parking actuellement cadastré AD 367 situé 1 rue Chancelier Rollin, d'approuver cette cession pour un montant de 200 000 € et d'autoriser monsieur le maire ou son représentant ayant délégation à signer tout document si important, en espérant donc que cette cession aille au bout, ce qui a priori devrait être le cas. Sur cette cession pour 200 000 € de la maison de la formation, y a-t-il des questions? Pas de questions. Je vous propose de passer au vote. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Unanimité, je vous remercie. 4.3. Alors, les porteurs de projet s'excusent, mais n'ont pas pu être présents ce soir. C'est dommage parce que c'est une société autunoise qui mérite d'être davantage connue et mise en valeur, mais certains d'entre vous la connaissent probablement déjà. Il s'agit de la société Arcams qui travaille sur la restauration du patrimoine, notamment en ce moment sur les grilles du lycée Bonaparte, à partir d'Orure. Et donc, concernant la rue Marchaux, la grande rue Marchaux, nous avions plusieurs avis des domaines, de nombreuses visites, 2 propositions, une qui ont été du coup mises en concurrence, une qui a été retenue. Le projet est joint en annexe, prend en compte et même s'inscrit en fait dans l'histoire du bâtiment. Il s'agit donc de parcelles aux 5 grandes rues Marchaux et aux 28 bis petite rue Marchaux. L'immeuble susmentionné menace ruine et effectivement nous avons réalisé des travaux en 2021 de bâchage temporaire pour éviter l'effondrement de la toiture. L'état sanitaire de l'immeuble continue de se dégrader rapidement, effectivement. Les services de la ville ont chiffré les travaux à faire sur ce bâtiment pour d'éventuels projets municipaux. Et il s'est avéré que les travaux étaient de plus de 320 000 € uniquement pour mettre hors d'eau et hors d'air l'immeuble, sans aménagement intérieur. Ce bâtiment, en réalité, est en vente depuis plusieurs années et quasiment depuis sa rétrocession par l'OPAC de Saône-et-Loire en 2013, puisqu'il faisait partie de la concession d'aménagement de ce qui s'appelait au début des années 2000 la percée Eumène-Mazagran, qui en fin de travaux s'est conclue par la rétrocession à la ville, donc du bâtiment Minaer qui a été rasé pour faire actuellement la place de Gain, et de ce bâtiment qui, depuis 2013, n'a pas eu de vocation particulière. Donc de nombreuses visites se sont succédées, plusieurs dizaines, et donc la ville a reçu une autre proposition à 18 000 € sur un périmètre légèrement différent. Un investisseur souhaite faire l'acquisition de ce groupe d'immeubles ainsi que la tour de l'horloge afin de développer et de créer un lieu nommé la Fabrique du patrimoine. Ce lieu aura pour but de réunir 2 notions, le patrimoine et la création. La Fabrique du patrimoine propose la réconciliation de l'artisan et du designer, œuvrant ensemble au sein d'une même structure. La réhabilitation de ce groupe d'immeubles nécessite de céder une partie des parkings, mais pas l'intégralité, avec notamment un accès qui nécessite un découpage cadastral, aujourd'hui muré. La parcelle AV 368 fait l'objet d'une servitude de passage pour l'accès aux riverains, puisqu'il y a des riverains, effectivement, et cette servitude, évidemment, sera conservée. Les frais d'acte et de géomètre seront à charge de l'acquéreur. Il est proposé, article 1er, d'approuver la cession du bâtiment situé 28 bis, petite rue Marchaux et 5 grandes rues Marchaux, cadastré AV 137, 138, 139, 234, 369, ainsi qu'une partie des parkings et accès cadastré AV 368, 140, 141, avec un découpage cadastral qui sera fait, d'approuver la cession de ce tellement à Madame Louise Oliver, qui est designer, et Monsieur Morgan Hubert, son compagnon, qui est gérant de l'entreprise Arcams, atelier de restauration et conservation d'art mural et sculpture. Voilà la signification de l'acronyme, qui a son siège actuellement et qui gardera son siège, elle va se développer, rue de l'Arquebuse. Faculté de substitution à toute autre personne morale ou physique pour la somme donc de 20 000 €.
autoriser Monsieur le maire ou son représentant ayant délégation à signer tout document se rapportant à ce dossier. Et donc, ce sympathique jeune couple n'ayant pu se libérer, mais vous ne m'avez pas mis l'annexe du projet, mais je le connais quand même. Donc, c'est l'idée d'avoir une fabrique du patrimoine, effectivement, et d'associer dans ce bâtiment à la fois une partie des employés de la société, mais également de pouvoir avoir aussi des studios de création et de résidence pour des personnes qui travaillent notamment, par exemple, sur la rénovation du patrimoine avec des imprimantes 3D, sur de nouvelles techniques d'imagerie, là aussi numérique pour le patrimoine, et donc de développer leur activité en même temps qu'ils rénovent cet immeuble pour lequel ils ont déjà obtenu une partie de la caution bancaire et le soutien de l'architecte des bâtiments de France et de la direction régionale des affaires culturelles qui subventionnera leur projet de rénovation qui se monte à environ 1 million d'euros de travaux qu'ils assumeront donc en propre avec des subventions de l'État, et puis ils iront probablement chercher également d'autres subventions du plan Action Cœur de Ville, puisqu'on est dans ce tellement stratégique. Et j'espère qu'on pourra les faire présenter leur projet prochainement, d'autant qu'ils cherchent à se développer encore et que c'est une entreprise qui a du travail, puisque le patrimoine historique et la restauration de patrimoine en Bourgogne-Franche-Comté, c'est aussi beaucoup d'emplois et de montants de travaux. Sur cette question, ce dossier de la rue Marchot, l'hôtel de Cluny, y a-t-il des questions? La fabrique du patrimoine, pas de questions. J'espère qu'on les présentera peut-être au prochain conseil s'ils peuvent venir. Je vous propose de mettre aux voix. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Unanimité, je vous remercie. On profite de l'ouverture donc de ce dossier affaires foncières pour également désaffecter et déclasser. Vous savez que c'est la procédure obligatoire pour potentiellement céder des logements que la commune possède et que pour certains elle a rénové récemment, qui sont aujourd'hui occupés, mais il n'est pas impossible que, et France7 Gibels rejoint le conseil municipal, il n'est pas impossible que nous ayons des offres intéressantes, il faudra qu'on fasse chiffrer, etc. Des logements dits de l'école Montrose, mais qui en fait sont en face de l'école, rue de la Croix-Blanche, distincts de l'école, et qui pourraient être vendus pour des projets de rénovation à des personnes souhaitant investir. Roger Vernet. Vu l'avis du préfet de Saône-et-Loire en date du 11 avril 2022 concernant la désaffectation des logements de l'école maternelle Montrose, considérant qu'actuellement 6 logements de l'école Montrose sont intégrés dans le périmètre de l'école et n'ont pas fait l'objet d'une désaffectation et d'un déclassement. À l'origine, ces logements étaient dédiés aux enseignants de l'école. Depuis plusieurs années, ces logements sont loués à des agents des collectivités ou à des personnes privées. Actuellement, 3 logements sont également mis à disposition pour des familles ukrainiennes. Considérant que ce bâtiment correspond à la parcelle cadastrée AD 130, en partie le plan joint en annexe définit l'implantation de ces logements. Considérant que Monsieur le Préfet a été sollicité afin de donner son avis sur la désaffectation de ce bâtiment puisqu'il n'a plus aucune vocation scolaire. Considérant que le 11 avril 2022, un courrier de la préfecture nous a signifié que notre demande a reçu un avis favorable, à présent, il appartient au conseil municipal de se prononcer sur la désaffectation. Plus aucune mission de service public n'est exercée. Par conséquent, ce bâtiment peut être également déclassé du domaine public et reclassé dans le domaine privé de la ville. Il est proposé au conseil municipal, article 1, d'approuver la désaffectation du domaine public d'une partie du bâtiment de l'école Montrose
regroupant 6 logements situés 3 rue de la Croix-Blanche, sur la parcelle AD 130, selon le plan joint en annexe, justifié par l'interruption de toute mission de service public. Article 2, d'approuver le déclassement du domaine public communal de ce bâtiment, conformément au plan joint en annexe pour entrer dans le domaine privé de la commune. Article 3, d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant ayant délégation à signer tout document s'y rapportant. Merci beaucoup. Donc effectivement, nous déclassons ce bâtiment. Il n'est pas encore à vendre en tant que tel, puisqu'on a actuellement une convention qui court avec l'espace Syntex sur 2 logements. Mais avis à ceux qui voudraient faire des offres, et on pourrait commencer à réfléchir à une cession dans les années à venir de ces logements qui sont situés quand même dans un endroit qui est tout à fait pratique, à proximité des commerces et du centre-ville. Et qui sont tout à fait des logements qui sont de bonne qualité, de bonne dimension et qui peuvent faire l'objet d'une location après travaux par quelqu'un qui voudrait investir et bénéficier des avantages du plan Action Cœur de Ville. Il y a même des garages qui vont avec. Il y a des garages aussi, ouais. Et puis vous avez un super voisin à qui vous plaindre si jamais, qui peut faire gardien bénévole. Merci Roger. Sur cette désaffectation, déclassement, y a-t-il des questions ? On a déjà vendu ou des logements comme à Victor Hugo avec la Semcoda. Enfin, voilà, c'est des anciens logements. On en a encore quelques-uns, notamment au parc. Un logement qu'on a pu mettre à disposition en urgence des familles ukrainiennes parce que c'est des logements vides qui n'étaient pas utilisés. Mais on n'a pas vocation à conserver des logements vides, surtout quand ils sont détachés des groupes scolaires. Pas de questions, je propose de passer au vote. Y a-t-il des oppositions, des abstentions ? Unanimité, je vous remercie. On va passer au compte de gestion, compte administratif. Donc on le passe dans le bon ordre et le maire se retire pour le deuxième. Alors sur le compte de gestion 2021, donc, comme vous le savez, chaque année, le comptable public établit une comptabilité complète des opérations de la collectivité qui donne lieu en fin d'exercice à la production du compte de gestion. Ce compte est une déclinaison du compte administratif complété de l'ensemble des données financières tenues en trésorerie. Cette double comptabilité, qui est d'ailleurs probablement vouée à disparaître avec le compte financier unique, mais aujourd'hui permet aux élus et aux citoyens de vérifier la conformité des opérations faites par le maire. Le contrôle commun réalisé par les services de la mairie et ceux du comptable public sur les comptes administratifs et les comptes de gestion donne satisfaction et permet la conformité des comptes du comptable en poste à la ville d'Autun par rapport aux comptes administratifs établis par la ville d'Autun. Il faut néanmoins noter, concernant le budget principal de la ville d'Autun, un écart au niveau des crédits inscrits en prévision des chapitres 024, 042, 040 et 77. Ceci en raison de l'instruction budgétaire relative aux cessions de biens. En effet, notre logiciel de suivi des immobilisations et notre logiciel comptable ne sont pas en interface, ce qui explique que le chapitre 024 crédité au budget n'a pas ouvert automatiquement les crédits budgétaires au chapitre 040, 042 et 77 lors des écritures de sortie du bien. Voilà. Bon, pour les sessions d'immobilisation. Considérant qu'il y a lieu de se prononcer sur les comptes de gestion 2021 tenus par le comptable public et mis à disposition des élus à la mairie pour consultation sur place au moment qui leur convient et évidemment également sur Internet. L'exécution du budget fait apparaître les résultats suivants. Donc au budget principal, un excédent de clôture de la section de fonctionnement de 5 405 000 € et un excédent de clôture de la section d'investissement de 1 183 000 €, soit un excédent global de clôture avant rapport de 6 589 000 €. Au budget des immeubles productifs de revenus, un excédent de clôture à la section de fonctionnement de 190 000 € et un déficit de clôture à la section d'investissement de 138 000 €, soit un excédent global de clôture avant rapport de 51 000 €.
Et je vais laisser Véronique Paco, à qui j'ai sucré son rapport. Je suis vraiment fatigué. Non, mais c'est... Poursuivre la lecture de ces comptes de gestion en la remerciant, ainsi que Agnès Henriot et tout le service finance, du travail qu'elles ont réalisé et qui nous permet de vous présenter cette délibération. Véronique. Très bien, merci Monsieur le maire, chers collègues, mesdames, messieurs. C'est normal que le maire ait pris la parole puisque tout à l'heure il va sortir pour le compte administratif. Voilà. Donc au budget de l'assainissement, je reprends vraiment où Monsieur le maire s'est arrêté. Un excédent de clôture de la section de fonctionnement de 296 604 euros et un excédent de clôture de la section d'investissement de 328 390 euros, soit un excédent global de clôture avant report de 624 995 euros. Il est donc demandé au conseil municipal de statuer sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2021 et sur celles relatives à la journée complémentaire de l'exercice de l'année 2021. De statuer sur le compte de gestion du budget principal de la ville d'Autun, du budget annexe de l'assainissement et du budget annexe des immeubles productifs et d'adopter le compte de gestion 2021 dressé par le comptable public pour chacun des budgets susvisés. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions ? Alors, des questions sur le compte administratif, d'accord. Donc pas de questions sur le compte de gestion à ce stade. Très bien. Je propose de passer au vote. Y a-t-il des oppositions, d'abstention ? Unanimité, je vous remercie. Et le compte administratif, donc Véronique. Donc le budget principal, le compte administratif, donc chers collègues, mesdames, messieurs, donc il nous est demandé d'approuver le compte administratif 2021 du budget principal de la ville d'Autun et de ses budgets annexes. Donc je vous présente donc le compte administratif qui retrace l'exécution du budget 2021 et les résultats qui en découlent pour le budget principal de la ville d'Autun, de l'assainissement et des immeubles productifs. Vous avez 3 nomenclatures différentes pour ces 3 budgets. Les réalisations principales en dépenses et en recettes sont en section de fonctionnement. En dépenses, crédit ouvert, 19 715 796 euros. Réalisation en dépenses, 14 938 413 euros. Au chapitre 011, charges à caractère général, 4 424 827 euros. Au chapitre 012, charges de personnel et frais assimilés, 5 948 213 euros. Au chapitre 014, atténuation de produits, 1 274 073 euros. Chapitre 65, autres charges de gestion courante, 1 428 230 euros. Chapitre 66, charges financières, 409 550 euros. Chapitre 67, charges exceptionnelles, 95 417 euros. Chapitre 042, opérations d'ordre de transfert entre sections, 1 358 101 euros. Sur le budget principal, section de fonctionnement en recettes, crédit ouvert pour la somme de 16 851 696 euros. L'excédent fin 2020 reporté s'élève à 2 864 100 euros et les réalisations s'élèvent à 17 479 521 euros. Au chapitre 013, atténuation de charges, 42 504 euros. Chapitre 70, produits des services du domaine et ventes diverses, 887 202 euros. Chapitre 73, impôts et taxes, 9 154 907 euros. Chapitre 74, dotation et participation, 6 695 486 euros. Chapitre 75, autres produits de gestion courante, 126 550 euros. Chapitre 76, produits financiers, 1,83 €.
Chapitre 77, produits exceptionnels, 147 017 euros. Chapitre 78, reprise de provisions semi-budgétaires, 87 000 euros. Chapitre 042, opération d'ordre de transfert entre sections, 338 850 euros. En section d'investissement, en dépenses crédits ouverts, 19 511 862 euros. Le solde fin 2020 reporté était de 634 394 euros. Réalisation pour 12 158 107 euros et reste à réaliser 5 737 455 euros. Chapitre 20, immobilisation corporelle, 81 326 euros. Chapitre 204, subvention d'équipement versée, 108 705 euros. Chapitre 21, immobilisation corporelle, 1 941 634 euros. Chapitre 23, immobilisation en cours, 1 807 438 euros. Opération d'équipement, 712 012 euros. Chapitre 10, dotation, fonds divers et réserves, 113 645 euros. Chapitre 13, subvention d'investissement, 61 000 euros. Chapitre 16, emprunts et dettes assimilées, 2 387 744 euros. Chapitre 26, participation et créances rattachées, 31 900 euros. Chapitre 040, opération d'ordre transfert entre sections, 338 850 euros. Chapitre 041, opération patrimoniale, 4 573 848 euros en recettes. Crédit ouvert, 20 146 256 euros. Réalisation, 13 976 444 euros. Reste à réaliser 1 620 943 euros. Au chapitre 13, concernant les subventions d'investissement, 2 204 000 euros. Chapitre 16, emprunts et dettes assimilées, 2 400 000. Chapitre 10, dotations, fonds diverses et réserves, 3 440 000 euros. Chapitre 27, autres immobilisations foncières, 469 euros. Chapitre 040, opérations d'ordre transfert entre sections, 1 358 101 euros. Au chapitre 041, les opérations patrimoniales, 4 573 848 euros. Le budget des IPDR. Donc, je vous présente le compte administratif qui retrace l'exécution du budget 21 et les résultats qui en découlent des IPDR, immeubles productifs de revenus, selon la nomenclature M14. Les réalisations donc en dépenses et en recettes sont en section de fonctionnement. Dépenses, crédit ouvert, 1 347 093 euros. Réalisation, 1 161 647 euros. Au chapitre 011, charges à caractère général, 1 104 283 euros. Chapitre 65, autres charges de gestion courante, 82,80 euros. Chapitre 66, charges financières, 21 921 euros. Chapitre 67, charges exceptionnelles, 2 136 euros. Chapitre 042, opération d'ordre de transfert entre sections, 33 222 euros. Il s'agit de dotations aux amortissements. En recettes, crédit ouvert, 1 184 435 euros. Excédent fin d'année 2020 reporté, 162 658 euros. Réalisation, 1 189 084 euros. Au chapitre 013, atténuation de charges, la somme de 141,66 euros. Chapitre 70, produits des services du domaine et ventes diverses, 23 445,75 euros. Chapitre 74, dotations et participations, 245 000 euros. Chapitre 75, autres produits de gestion courante, 919 758 euros. Chapitre 77,
autres produits de gestion courante, 61,38 €. Chapitre 042, opérations d'ordre de transfert entre sections, 677,53 €, correspondant aux amortissements des subventions. En section d'investissement, en dépenses, crédit ouvert 304 850 €, réalisation 246 206 €, reste à réaliser 39 551 €. Chapitre 20, immobilisation corporelle, 2 530 €. Chapitre 21, immobilisation corporelle, 26 834 €. Auparavant, immobilisation incorporelle, 2 530 €. Immobilisation en cours, 100 467 €. Chapitre 10, dotation, fonds divers et réserves, 1066,26 €. Chapitre 16, emprunts et dettes assimilés, 114 630 €. Chapitre 040, opérations d'ordre transfert entre sections, 677,53 €. Il s'agit des amortissements de nos subventions. En recettes, crédit ouvert 286 195,72 €, excédent fin 2020 reporté 18 654 €, réalisation 89 022 €, reste à réaliser 30 928 €. Au chapitre 10, dotation, fonds divers et réserves, 55 399 €. Chapitre 165, dépôt et cautionnement reçu, 400 €. Chapitre 040, opération d'ordre transfert entre sections, 33 222 €. Concernant notre budget de l'assainissement, donc les réalisations principales en dépenses 07 sont en section de fonctionnement, 583 274 € de crédit ouvert et 411 859 € pour les réalisations. En chapitre 011, charges à caractère général, 5 773 €. Chapitre 65, autres charges de gestion courante, 0,01 centime. Chapitre 66, charges financières, 11 660 €. Chapitre 042, opération d'ordre, transfert entre sections, 394 425 €. En recettes, crédit ouvert, 418 158 €. Excédent fin 2020 reporté, 165 116 €. Réalisation, 543 348 €. Chapitre 70, vente de produits fabriqués et prestations, 434 695. Chapitre 74, subventions d'exploitation, 14 262 €. Chapitre 75, autres produits de gestion courante, 0,11 centimes d'euros. Chapitre 042, opération d'ordre transfert entre sections, 94 389 €. Section d'investissement en dépenses, crédit ouvert, 1 035 712 €, réalisation 418 057 €, reste à réaliser 408 542 €. Au chapitre 23, immobilisation en cours, 255 263 €. Chapitre 16, emprunts et dettes assimilés, 29 986 €. Chapitre 040, opération d'ordre transfert entre sections, 94 389 €. Chapitre 041, opération patrimoniale, 38 418 €. Section d'investissement en recettes, crédit ouvert, 803 061 €. Solde fin 2020 reporté, 232 651 €. Réalisation 513 797 €. Reste à réaliser 177 503 €. Chapitre 13, subvention d'investissement, 80 953 €. Chapitre 040, opération d'ordre transfert entre sections, 394 425 €. Chapitre 041, opération patrimoniale, 38 418 €. Il est proposé au conseil municipal
d'approuver le compte administratif 2021 de la ville d'Autun faisant ressortir les résultats de clôture suivants. En investissement, 1 183 942,61 €. En fonctionnement, 5 405 208,13 €, sachant avec un résultat de clôture sans reste à réaliser pour la somme de 6 589 150,74 €. Et pour les budgets annexes, budget immeuble productif de revenus, IPDR, donc résultat de clôture sans reste à réaliser, 51 566,47 €. Et le budget annexe de l'assainissement, le résultat de clôture sans reste à réaliser s'élève à la somme de 624 995,22 €. Et d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant ayant délégation à signer tout document s'y rapportant. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Y a-t-il donc des questions? Frédéric Brochot et ensuite Michael Guigeot. Non, des questions juste pour un peu par rapport à l'orientation de notre vote. Bon, on s'abstiendra hein, sur ce rapport. Il reste quand même un petit peu à réaliser, surtout dans les travaux. Je sais qu'il y a de la prudence, je sais qu'il y a eu le Covid, mais il y a quand même encore à réaliser un certain nombre de travaux. Juste par rapport à ça, et je l'avais dit aussi, mon inquiétude, et avec la conjoncture, on est à peu près à 4,8, je crois, hein, aujourd'hui d'inflation. Fin de l'année, on s'attend presque à 2 chiffres dans ce qui est en perspective. Je voulais juste savoir, par rapport aux entreprises et aux travaux qui restent à réaliser, comment les devis vont se tenir. Est-ce qu'il va y avoir revue? Est-ce qu'il va y avoir abandon pour certains projets ou, voilà, quelles seront les orientations? Je vous remercie. Merci. Alors, je demandais justement à Céline Lenoble si on avait eu des demandes de modification de prix, hein, parce qu'il y a des entreprises qui, on le voit sur certains marchés ou dans le privé, disent qu'elles ne peuvent plus assurer la prestation, qu'il faut demander une réévaluation du prix. Pour l'instant, ce n'est pas le cas pour nous. Sur les restes à réaliser, effectivement, on en a un certain nombre. On a une somme importante. On avait déjà une somme assez importante l'an dernier. Ça s'est encore accentué. Une partie importante est liée au projet des réserves, les réserves du musée qui ont été plus compliquées que prévu, mais grâce à l'entreprise Dufraigne, on tient, je pense, le bon bout, mais c'est quand même un chantier qui est assez complexe. Ensuite, il y a des travaux qui ont eu du mal à démarrer. D'une part parce qu'on a travaillé aussi en distanciel, nous, avec des équipes qui n'étaient pas forcément tout le temps au complet, que ce soit dans les services supports, les services administratifs, etc. Donc c'était plus long pour sortir les cahiers des charges, pour sortir les appels d'offres. Il y a des entreprises qui ont été aussi plus longues à répondre. Bon, on voit que tout se concentre un petit peu. Là, en ce moment, c'est vrai que toutes les rues d'Autun sont en travaux après une période qui était plus calme, mais c'est parce que c'est la vague de 2021 plus ce qu'on a déjà voté en 2022. C'est aussi pour ça que dans le vote du budget 2022, on n'a pas été très ambitieux en travaux, parce qu'il faut déjà finir ce qu'on a commencé. Ça ne sert à rien de programmer si on n'a déjà pas purgé et si on n'a pas déjà fait ce qu'on veut. On est aussi limité en termes d'effectifs. En ce moment, il y a des changements à la DGS, à la DST. On est toujours en recherche d'un technicien voirie. On va recruter prochainement un technicien, mais on a encore des besoins en ingénierie sur les bâtiments et la voirie. Hein. C'est des compétences qui sont rares et qui ne sont pas forcément simples à trouver. Donc voilà pour les travaux. L'objectif, c'est de purger. Et puis l'objectif aussi, on essaiera d'y travailler avec la prochaine DGS, c'est aussi d'anticiper le cycle budgétaire.
Pourquoi on a aussi beaucoup de reports? C'est qu'on vote notre budget très tard. C'est légal, hein, mais bon. Si on essayait d'anticiper un peu le vote du budget, au moins sur les mois de janvier-février, voire comme certaines collectivités en décembre, ça permettrait aussi d'engager les marchés plus vite et de faire en sorte que on puisse davantage travailler. C'est vrai qu'en votant un budget en avril, on passe les marchés au début de l'été et on a la fenêtre de réalisation sur l'automne. Si jamais il y a un délai supplémentaire, les entreprises en fait interviennent l'année suivante. Ça nous fait du report. Et c'est vrai qu'on arrivait peut-être au bout d'une logique. Bon, et puis le Covid nous a en plus amené à décaler. Donc là, il faut purger. Bon, les travaux sont bien en cours. On suit de près la question des réserves, qui est le chantier qui est peut-être le plus technique. Tout le reste est engagé. Et puis, on va essayer d'avancer un peu pour améliorer, parce que c'est vrai qu'on n'a pas une exécution budgétaire sur les travaux qui est satisfaisante, ça c'est clair. J'ai répondu aux deux questions. Juste en complément, moi je suis également assez favorable pour un budget qui soit quand même assez tôt, je dirais, et qu'on puisse exécuter les travaux plus en amont qu'aujourd'hui. Je vois ce que l'on fait au département, et c'est d'autant plus lisible aussi et puis audible pour la population par rapport à la construction d'un budget, et puis surtout à la réalisation d'un budget d'une année pour une collectivité. C'est vrai qu'aujourd'hui, on fait le choix d'avoir les résultats et donc d'affecter directement les résultats. Ça permet de construire le budget. Et donc, du coup, on a les résultats assez tard et ça nous fait voter en avril. On peut aussi essayer d'anticiper sans avoir encore l'affectation de résultats, ce qui est une autre mécanique de construction. Il y a des collectivités qui arrivent à le faire, mais ça veut dire qu'il faut ensuite ajuster en fonction des résultats réellement rapportés. Bon, je pense que voilà, il y a pas mal de choses à faire en termes de recrutement, en termes de, même si on n'est pas mauvais dans la méthode de travail, mais peut-être sur le cycle budgétaire. Voilà, pas mal de dossiers pour le service et puis pour l'adjointe en charge, mais je pense que c'est un bon défi. D'ailleurs, au départ, les collectivités pouvaient voter que jusqu'en mars. Puis après, on a dit les années d'élection, c'est 15 avril, puis 30 avril, puis c'est resté. Je pense que c'est plus sage de voter en début février que mi-avril, quoi. Ça suppose d'anticiper aussi le débat d'orientation budgétaire. Il y a plein de choses. Et puis les informations de recettes qu'on n'aura pas forcément, quoi. Qu'on n'a qu'au mois de mars. Donc ce serait un budget un peu moins complet, un peu plus anticipé, avec probablement des plus grosses DM. Mais en tout cas, voilà, on peut pas se réjouir de voter des travaux qui se font pas tout de suite, quoi. Et d'avoir quasiment la moitié de travaux qui est en report. Bon, ça va être un travail aussi avec les entreprises, qu'on essaye aussi de retrouver ce lien où on présentait notre projet de travaux publics ou semi-publics en avance pour permettre aussi que les entreprises répondent plus facilement, les entreprises locales, en respectant le code de la commande publique évidemment. Voilà, il faudra travailler avec elles aussi pour qu'elles puissent répondre, parce que je prends par exemple la place de Gain, il y a une partie du retard qui était ni liée au budget ni liée aux entreprises, qui était liée au délai de fourniture des tubes en PVC, hein. Et donc on n'a pas pu commencer parce qu'il n'y avait pas les tubes. Bon voilà, j'espère que ça rentrera dans l'ordre. Michael Guigeot. Oui, je rejoins assez Madame Henriot par rapport au cycle budgétaire. On peut l'avancer, mais attention, prudence. Il y a les estimations de recettes qui vont être compliquées dans les années à venir, parce qu'on aura sans doute un impact fort de la contribution des collectivités à la réduction de la dette de l'État. Donc, soyons prudents sur les anticipations de recettes pour l'avenir. Quelques remarques. C'est un bon compte administratif. Je remercie les élus responsables, les services municipaux responsables de ce compte administratif. Sur les dépenses de fonctionnement, quelques remarques. C'est un bon compte, mais je ferai quelques remarques et quelques suggestions quand même pour
elle nous mène au débat. 27% des crédits ouverts en dépenses de fonctionnement ne sont pas réalisés. Ça correspond surtout, quand on regarde dans le détail, à la charge des caractères généraux et autres charges de gestion courante. Donc, est-ce que c'est un problème d'estimation? Est-ce que c'est une nouvelle stratégie durant l'exécution budgétaire? Ou alors est-ce qu'on a été trop prudent à la base? Voilà, quelques éléments de réponse là-dessus. Sur les recettes de fonctionnement, un décalage de 200 000 € sur les produits de services, domaine et vente, donc c'est le compte 70, voir ce qui s'est un peu passé à ce niveau-là. On se rend compte aussi sur les bases fiscales qu'en fait elles sont dynamiques, parce qu'elles sont légèrement supérieures à l'attendu. Donc ça veut dire que nos bases fiscales ont été retravaillées, et ça veut dire qu'elles sont performantes, parce qu'elles amènent, certes, sans augmentation de la fiscalité, une fiscalité qui rentre bien et qui est légèrement supérieure à ce qui peut être attendu. Donc, sur la séquence de fonctionnement, on est sur des marges de manœuvre. Ces marges de manœuvre, elles doivent conforter les services publics rendus par la collectivité. Aussi, ça conforte les budgets suivants. Ces excédents vont venir abonder le budget qu'on a voté récemment, le budget primitif 2022, et sans doute les prochains. Mais jusqu'à quand, jusqu'à où allez-vous aller dans cette logique d'économie dans le fonctionnement? Parce qu'on sent qu'il y a de l'économie dans le fonctionnement qui est réalisée, on le sent dans les évolutions budgétaires et on le sent dans l'exécution du budget. Sur les dépenses d'investissement, les restes à réaliser restent importants aussi. Si on regarde bien, crédit ouvert 19 millions d'euros et quelques centaines de milliers d'euros supplémentaires, et réalisation 12 millions. Donc on a un delta d'environ 7 millions de non réalisés, dont Frédéric Brochon en a parlé tout à l'heure, par rapport au délai des travaux engagés, et on s'aperçoit que c'est surtout lié, comme tu le disais tout à l'heure, au musée Rollin. Quelques aussi éléments d'appréciation sur la manière de présenter peut-être le document budgétaire, en tout cas dans la synthèse. Par exemple, dans la section de fonctionnement, l'écart de 19 millions, 14 millions peut-être à voir là où réellement se fait l'évolution, le delta, parce qu'on est obligé d'ouvrir le compte PDF dans le lien, etc., mais ça serait plus lisible, je pense, en tout cas pour les conseillers municipaux, pour avoir plus d'informations. Et quels outils internes allez-vous mettre en place pour essayer de mieux flécher, en tout cas, les dépenses de fonctionnement par rapport à vos objectifs politiques? Et sur l'investissement, c'est plus compliqué, ça a été rappelé, c'est lié à des exécutions de travaux, à des aléas. Donc là, je ne vous ferai pas le reproche. Pour conclure, la trajectoire financière me paraît adaptée. La ville est dans une bonne santé financière, je le rappelle régulièrement quand on analyse les différents ratios qui permettent tout cela, et quand on met aussi ça en perspective avec une ville qui supporte d'importantes charges de centralité. Mais attention de ne pas aller trop loin dans les économies de fonctionnement, parce que le fonctionnement, c'est le service public, et c'est aussi le soutien aux partenaires de la collectivité, et c'est aussi important. Merci. Alors, donc sur l'investissement et les travaux, donc effectivement, on en a parlé. Sur les chiffres, sur donc le fonctionnement, plusieurs explications. Bon, déjà 2021, on était encore un peu dans le Covid. Il y avait quand même en mai 2021 un certain nombre de choses qui étaient fermées. L'Hexagone servait de vaccinodrome. Bon. Donc certaines actions, certains recrutements ont été décalés, n'ont pas été faits. Certaines dépenses de fonctionnement n'ont pas été engagées.
Deuxièmement, on a également, puisque la ville d'Autun contribue à l'OPA-RU, on a également un peu moins de consommation de l'OPA-RU, parce qu'effectivement, les crédits de rénovation pour le bâtiment, pour les bâtiments en centre-ville et les logements, ont été un peu moins consommés. Là aussi, parce que les entreprises ont été un peu plus longues à répondre, parce que les gens étaient un peu en attente. Et donc, j'espère que ça redémarrera, que ça s'accélérera. Le démarrage est assez lent, mais visiblement, comme partout en France en ce moment, les OPA-RU ont pas du mal à se lancer, mais ils ne consomment pas tout de suite les crédits. Donc ça, c'est un facteur d'explication. Il y a aussi un certain nombre de recrutements qui ont été longs, de crédits qu'on a ouverts en recrutement et puis qui n'ont pas eu lieu. Je parlais tout à l'heure des besoins de techniciens voirie. Les policiers municipaux aussi, hein, on a recruté. Il y en a 3 à l'extérieur, mais on a recruté des gendarmes, faute d'avoir trouvé des policiers municipaux. Donc des recrutements qui ont été longs parce qu'il y a une pénurie de policiers municipaux. Et donc des crédits ouverts, mais qui n'ont pas donné lieu à dépenses puisque les personnes n'étaient pas là en face. Également donc le cadre général, eh bien, on avait demandé en 2021 que les services proposent des dépenses sur un montant qui soit inférieur de 1% au montant réalisé l'année d'avant. Donc c'est déjà, on voulait faire 1% d'économie générale sur chaque service. Et effectivement, on a réussi à consommer aussi, à faire un effort pour ne pas consommer l'intégralité du budget. Ce qui fait qu'effectivement, en section de fonctionnement, on est un peu en dessous, on est plutôt autour des... On était à 19% en 2020 à cause du Covid. Cette année, on est plutôt autour de 12%, mais effectivement, c'est lié à un certain nombre d'économies aussi volontaristes. Alors, comment on réalise des économies? Bon, il y a des départs en retraite qui ne sont pas remplacés. Ça, c'est clair. Parfois, sur des fonctions bien, effectivement, qui ont évolué ou qui sont remplacées différemment, on réorganise. Je prends par exemple le Muséum d'histoire naturelle. On a 2 départs en retraite, en fait. Le conservateur et un agent administratif. Et en fait, on recrute un conservateur et un conservateur adjoint, beaucoup plus jeunes, ce qui fait que l'un dans l'autre, je crois qu'on est même gagnant, parce qu'effectivement, il y a un effet de noria, les gens âgés, ou pas âgés, mais en tout cas qui ont l'âge de la retraite, qui partent, et étant en fin de carrière, quand on recrute des jeunes, ça permet aussi de diminuer la masse salariale. Dans les procédures internes, mais je laisserai Véronique Paco aussi détailler, même si en ce moment, on est aussi en réorganisation au niveau de la RH, il y a des points, je crois, hebdomadaires, tu nous diras, sur la consommation des crédits de masse salariale, pour que là aussi, on ait une vision qui soit très rythmée, et qu'on ne se dise pas, ou que des services ne se disent pas, ou des élus ne se disent pas, tiens, il nous reste de l'argent, on va recruter. Non, pour savoir comment on programme. C'est parfois un réflexe de se dire en fin d'année, bah, tiens, on n'a pas consommé, donc c'est le moment de recruter, de prendre un contractuel de plus, un stagiaire de plus, un apprenti de plus ou autre. Bon. Là, on souhaite justement gérer ça au plus près. Véronique en parlera. Qu'est-ce que j'ai noté aussi sur les produits, le produit fiscal, on a été... on est relativement stable, même si on a un tout petit peu perdu de la réforme de la TH et le coefficient de multiplicateur l'an dernier était de 0,2, donc quasiment rien. Cette année, ça va être 3,4. Donc sans augmenter les impôts, parce qu'on n'a pas augmenté les impôts, le montant va augmenter de 3,4. Et l'an prochain, peut-être encore. Donc c'est vrai que l'an dernier, l'inflation était à 0 et l'augmentation était de 0,2. Donc c'était flat pour tout le monde. Il n'y a vraiment pas eu quasiment à l'euro près de changement. L'an prochain, les bases vont prendre quand même de manière importante du fait mécaniquement de l'inflation. Alors il y avait une question sur le chapitre, le compte 70.
Le compte 70, alors une seconde, qu'est-ce que c'est le compte 70? Pourquoi on était en décalage sur les produits de vente de services et de ventes diverses? Je pense qu'il y a l'exonération des terrasses. On a exonéré les terrasses. Donc ça nous a diminué ce qu'on voulait. Le parking, on a fait aussi gratuit en décembre. Donc ça nous a aussi... voilà, on n'avait pas budgété de le faire. On avait budgété que ça allait être payant toute l'année. Si vous regardez le budgété 912 585, réalisé 569 128 plus 248 089, ça fait 817, donc ça fait que 104 000 d'écart. Voilà. Agnès a pris la parole de manière sauvage dans ce conseil municipal, un cri du cœur pour défendre son budget. Voilà. Bon, 104 000, ce qui est... Ça veut dire les maquettes. Quand on regarde la maquette, vous avez exactement la réponse à votre question de tout à l'heure. Il fallait plus de détails. C'est déjà hyper détaillé là-dedans. Bon, mais il y a Agnès... Chaque conseiller municipal a le droit d'avoir son point de vue sur les documents budgétaires, ils sont tous légitimes. On pourra travailler ensemble à la présentation des documents comptables, moi je suis favorable, notamment parce qu'on est souvent en PDF et qu'on devrait être en open data, je regarde Patrick Cailleux, pour permettre de chercher plus facilement et d'être plutôt en format open doc ou Excel au mieux, ou au pire, plutôt que d'être en format scanné PDF, ce qui permettra d'aller chercher plus vite et en profondeur dans les documents. Il faut surtout que les citoyens ils le comprennent. Ouais, même moi, voilà, on peut. Qui est-ce qui comprend tous les chiffres? C'est compliqué. Qui sont là-dedans. Je pense que je suis pas le seul à pas tous les comprendre. Il faut surtout que les Autunois et dans chaque collectivité, on arrive à faire comprendre le budget et également tous les chiffres qui sont d'ailleurs eux qui font une partie de la recette de ce budget. Même les impôts qui l'alimentent aussi. Ce sera un message aussi aux futurs législateurs, puisqu'on est en campagne législative, parce qu'on s'est pris des réformes où là on était au débat d'orientation budgétaire, où on était tous incapables de calculer la compensation qu'on allait avoir. Ça pose aussi problème si à un moment les formules sont tellement compliquées et tellement imprévisibles qu'on est bien en difficulté de pouvoir nous-mêmes prévoir ce qui va tomber, quoi. Donc c'est vrai que ça c'est extrêmement problématique, d'autant qu'il n'y a plus de lien entre le contribuable et la mairie. Celui qui est locataire, il ne paye plus d'impôts locaux. Donc au final, il voit qu'on dépense, mais lui, ça lui fait ni chaud ni froid, parce qu'il contribue plus directement. Alors un peu peut-être par le parking ou de temps en temps, mais sinon il contribue plus, et donc on a perdu aussi ce lien entre le citoyen contribuable et sa collectivité de rattachement. Donc c'est quand même un problème. Complexité plus perte du lien. À un moment, on risque d'avoir des personnes qui comprennent plus vraiment ce qu'on fait avec l'argent public. Mais en tout cas, voilà, la baisse sur les produits de services et de ventes diverses, c'est principalement les terrasses et les horodateurs. Principalement les terrasses et les horodateurs. Et puis les salles, effectivement, les produits de salle. Produits de salle. Alors, et puis donc pour vous informer également qu'on aura aussi un changement de périmètre probablement l'an prochain sur le changement du montage sur la gendarmerie, puisque donc on est en train d'emprunter à taux intéressant. Enfin, on a presque conclu le contrat d'emprunt. On a fait une proposition à l'État qui doit être débattue aujourd'hui ou demain au niveau de Bercy. Et on est en train de négocier avec la Caisse des dépôts aussi pour avoir la sortie qui nous garantisse la neutralité. Donc mais ça va changer beaucoup les équilibres, puisque en fait, on aura beaucoup moins de loyers perçus, et en face, on aura aussi beaucoup moins de charges de BEA, bon. Mais beaucoup plus de charges d'emprunt.
Je crois que j'ai répondu, Michael, aux différentes questions. Est-ce qu'il y a des aspects par rapport aux questions sur le compte administratif, peut-être Véronique, si tu voulais préciser comment au quotidien, ou peut-être dans les systèmes d'information, on essaye de mesurer la consommation de crédit? Oui, bon, déjà, effectivement, Monsieur le maire l'a rappelé, tout commence par une lettre de cadrage budgétaire qui est adressée à chaque service. Et je remercie chacune et chacun de mes collègues pour les efforts qu'ils ont su faire aussi dans leurs services respectifs, en faisant de la pédagogie auprès des agents. Et je remercie également les chefs de service qui ont su répercuter ces demandes, qui ne sont pas toujours des plus agréables. Donc avec beaucoup de pédagogie, les choses se sont faites en douceur et franchement, merci à tous. Autrement, pour ce qui interpelle effectivement, notamment au niveau RH, ressources humaines. Donc oui, Monsieur le maire l'a dit, par exemple sur la police municipale, on ne trouve pas forcément les profils en adéquation avec nos demandes, mais on prend aussi beaucoup plus de temps pour effectuer nos recrutements. On prend le temps avec des jurys de recrutement où l'on va plus dans la spécificité, on va dire plus dans la question de savoir si la fonction qu'ils seront les unes et les autres futurs recrutés amenés à remplir sera bien parce qu'une annonce c'est bien, mais quelquefois il faut rencontrer, tester un petit peu, poser des questions pour voir si les choses se font et si le candidat se débrouille sur certains sujets pratiques. On essaie de sortir dans le recrutement un petit peu de la théorie, donc ça prend un peu plus de temps, il est vrai. Sur les RH, les départs en retraite, donc nous avons sur la collectivité plusieurs départs en retraite que l'on ne remplace pas forcément avec, sur le poste identique, puisque les missions dans le service public évoluent, les outils ont évolué. Donc on essaie toujours de mettre davantage en adéquation le poste avec les candidats potentiels et parfois ça nous permet d'embaucher des profils jeunes en début de carrière, de bénéficier aussi de certains dispositifs d'aide d'État et de continuer à former les jeunes sur un premier poste. Voilà, je ne sais pas s'il y avait d'autres questions un peu plus... Voilà, c'est ça. Donc il faut que je vais sortir alors. Cathy, tu vas procéder au vote. Oui. Je suis coincé. Ah. Par une trappe. Oui, par la trappe. Nous allons donc pouvoir procéder au vote sur ce rapport. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Avec les pouvoirs, oui. Ce rapport est donc adopté à la majorité des voix. Je vous remercie. Monsieur le maire, vous pouvez revenir maintenant. Merci. Ressources humaines, création du comité social territorial. Véronique. Monsieur le maire, chers collègues, mesdames, messieurs, donc il s'agit de la création du comité social territorial, donc suite à la loi du 6 août 2019,
Il a été précisé l'obligation de créer un comité social territorial dans chaque collectivité ou établissement employant au moins 50 agents. Considérant que le nombre de représentants du personnel est fixé par l'organe délibérant dans une fourchette qui dépend de l'effectif des agents au 1er janvier 2022, considérant que l'effectif apprécié au 1er janvier 2022 pour notre collectivité Ville d'Autun est de 193 agents représentant 52,85% de femmes et 46,60% d'hommes. Considérant que le nombre de représentants est compris entre 3 et 5 lorsque les effectifs au 1er janvier sont compris entre 50 et 199 agents, il est proposé au conseil municipal, dans son article 1er, de créer un comité social territorial, de fixer le nombre de représentants du personnel titulaire au sein du CST à 5 et de fixer le nombre de représentants de la collectivité titulaire au sein du CST à 4. Article 4, de décider de ne pas recueillir, au travers du CST, l'avis des représentants de la collectivité par le biais d'un recueil de décision. Donc en fait, ce CST, pour simplifier, c'est une fusion entre le comité technique et le comité d'hygiène et de sécurité, qui étaient deux instances de dialogue social. Donc elles sont fusionnées en une seule, c'est une réorganisation qui va peut-être être plus simple et plus efficace à l'avenir. Ok, effectivement, obligatoire avec la campagne électorale pour les élections syndicales qui va bientôt commencer. Sur ce comité social territorial, avec un avis conforme du comité technique, y a-t-il des questions ? Et donc, pas de questions. Et donc, comme on a la parité, les listes... Alors, la parité aux élections du comité social territorial s'entend au sens de une représentation comparable à la proportion d'hommes et de femmes. Donc, il devra nécessairement y avoir plus de femmes que d'hommes sur les listes syndicales. Sur ce comité, pas de questions. Je vous propose de passer au vote. Pas d'opposition, pas d'abstention. Unanimité, je vous remercie. Convention d'échange de services, Véronique Paco. Ah, c'est Alain Deschamps. Alain, alors oui. Alain, très bien. Les conventions, c'est un peu bousculé ce soir, mais bon. Sans transition. Les relations entre la communauté de communes du Grand Autunois-Morvan et la ville d'Autun sont régies par une convention précisant les échanges de services entre les deux collectivités. En effet, la CCGAM et la ville d'Autun sont dans l'obligation, pour assurer le bon fonctionnement des deux collectivités aux meilleures conditions économiques, d'échanger des services tout au long de l'année. Considérant la rédaction de la convention d'occupation spécifique pour les locaux utilisés par les services de la CCGAM et appartenant à la ville d'Autun, il est proposé au conseil municipal d'approuver la convention d'échange de services 2022 entre la ville d'Autun et la communauté de communes du Grand Autunois-Morvan, telle que présentée en annexe, dont vous avez tous été destinataires, et d'autoriser monsieur le maire ou son représentant ayant reçu délégation à signer tout document relatif à ce dossier. Merci. Merci pour cette convention d'échange de services, en sachant qu'on devrait revoir pour le 1er janvier 2023 un certain nombre de conventions de mutualisation, notamment au niveau des services techniques et puis aussi de refacturation entre la ville et la communauté de communes qui se réorganise à la suite de mouvements de personnel. Sur cette convention d'échange de services, y a-t-il des questions ? Pas de questions. S'il n'y a pas de questions, je vous propose de passer au vote. Y a-t-il des oppositions, des abstentions ?
Unanimité, je vous remercie. Et enfin, l'approbation de signature de la convention centralité rurale. Cathy Nicolaou. Ce dispositif centralité s'inscrit dans la continuité de l'appel à projet revitalisation des bourgs-centres et de l'intervention régionale dédiée à l'habitat. Il intègre dans un contexte national du déploiement des petites villes de demain et Action Cœur de Ville les orientations du SRADET ICI 2050 adoptées par la région les 25 et 26 juin 2020. Ce dispositif centralité rurale sera déployé sur la période 2022-2026 et il a pour objectif de garantir un socle commun de services aux citoyens et sur les territoires, de redynamiser les centres-bourgs et centres-villes par une action globale, maintenir les services pour les habitants des centralités et de leur bassin de vie, animer un territoire peu dense et éloigné des grandes agglomérations, lutter contre le sentiment d'abandon ou de délaissement. La ville d'Autun a déjà réalisé un important travail de redynamisation de son centre-ville à travers évidemment le programme national Action Cœur de Ville. Et grâce à ce travail, la collectivité est éligible à ce dispositif et peut ainsi bénéficier du soutien de la région à hauteur de 500 000 €. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver la signature de la convention centralité rurale jointe entre la ville d'Autun et la région Bourgogne-Franche-Comté, d'autoriser monsieur le maire ou son représentant ayant délégation à signer tout document s'y rapportant. Merci. Donc la région Bourgogne-Franche-Comté qui souhaite soutenir par son propre dispositif les petites villes et les villes moyennes de la région. Autun est éligible, ça permet d'avoir 500 000 € de subventions pour des projets en lien en fait avec notre stratégie Action Cœur de Ville. Sur cette convention régionale, y a-t-il des questions? Pas de questions. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Unanimité, je vous remercie. Et donc, rendez-vous le 27 juin pour le prochain conseil municipal et également autour des urnes et des isoloirs pour la tenue des élections législatives. Il y a un pot avec de l'eau et peut-être du jus d'orange, mais d'ici, je vois que l'eau. Et il y a du crément aussi, mais je ne le dis pas en direct sur Facebook. Pour vous désaltérer, les journalistes qui ont bien voulu rester sont invités et j'en profite pour signaler que le public qui veut se rendre au conseil municipal le peut. Les conseils municipaux sont de nouveau publics et en plus on offre un coup à boire à la fin. Merci beaucoup.